J'avais 10 ans la nuit où mes parents ont décidé que je n'existais pas. Ils se tenaient dans le salon, deux étrangers portant le même nom de famille que moi, se disputant la garde des enfants, comme si nous étions des objets à partager, et non des cœurs à briser. La voix de ma mère était glaciale. « Prends Ryan, dit-elle à mon père. Je prends Emma. Mais Belle, elle se débrouillera très bien toute seule. Très bien. J'étais là, serrant mon ours en peluche si fort que l'œil en bouton m'a laissé une marque dans la paume. Je pleurais à chaudes larmes, à peine capable de respirer, mais aucun des deux ne m'a regardé, pas une seule fois. Ma mère a claqué la porte, mon père est parti en voiture, et la maison est devenue silencieuse, hormis le tic-tac de l'horloge. C'est cette nuit-là que j'ai cessé de pleurer. On dit souvent que le temps guérit les blessures, mais le temps ne guérit pas la négligence. Il la conserve, comme figée dans la glace. J'ai grandi en famille d'accueil, apprenant très tôt que le silence était plus sûr que de supplier pour qu'on me remarque. À 15 ans, je me suis volontairement rendu invisible. À 20 ans, j'étais invincible. J'ai étudié le droit, non par passion, mais par soif de comprendre le pouvoir. Chaque loi, chaque faille, chaque frontière entre l'égalité et morale. Mes camarades ne voyaient qu'une fille discrète. Moi, j'y voyais la recette de la vengeance, car s'ils m'avaient oublié, je ne les avais jamais oubliés. Mon père, un homme d'affaires à la réputation irréprochable. Ma mère, agent immobilier au sourire forcé. Ils ont reconstruit leur vie chacun de leur côté, comme si j'étais un mauvais souvenir effacé. J'observais, impuissante. Photos de remise de diplôme d'Emma en ligne, invitation de mariage pour Ryan, interview où mon père vantait les valeurs familiales, et j'attendais. Le déclic se produit le jour de mes 25 ans. J'ai reçu une lettre, pas deux, bien sûr, mais d'un cabinet d'avocats représentant mon père. Son entreprise faisait l'objet d'une enquête pour fraude. Je n'étais pas censé la voir. Elle avait été envoyée à la mauvaise adresse. Le nom sur l'enveloppe était celui d'Emma. C'était mon premier cadeau du destin. J'ai creusé plus profondément. Documents publics, transfert de propriété, sociétés écrans au nom de ma mère, tout était lié au compte de mon père. Ils avaient bâti leur fortune sur des choses malhonnêtes et utilisé les noms d'Emma et de Ryan pour la dissimuler. Mon nom n'a jamais été mentionné. Je ne valais pas le risque. Ils ne m'ont pas simplement abandonné. Ils m'ont effacé pour se protéger. C'est alors que j'ai décidé qu'ils me reverraient. La vengeance ne requiert pas de colère. Elle requiert de la précision. J'ai passé 2 ans à préparer discrètement mon coup. J'ai intégré l'entreprise de mon père comme consultante juridique junior sous une fausse identité. Il ne m'a pas reconnu. Comment l'aurait-il fait? J'avais changé de nom de famille des années auparavant. Mais son regard, lorsqu'il me croisait en réunion, était empreint de la même froide indifférence que ce soir-là dans le salon. Ma mère, elle, a été plus dure. Elle continuait de vendre des maisons de luxe sous son nom de jeune fille. Je me suis fait passer pour une cliente cherchant à acheter un bien immobilier. Elle m'a offert son sourire habituel, large et forcé. Elle était loin de se douter qu'elle serrait la main de sa propre fille. Chaque conversation, chaque signature, chaque courriel, j'ai tout enregistré. J'avais tissé une toile de preuves reliant leurs crimes. Fraude fiscale, blanchiment d'argent, escroquerie. Mais cela ne suffisait pas. La punition légale n'est que temporaire. Je voulais qu'ils se sentent vus par celle qu'ils avaient abandonnée. Le soir où j'ai mis le plan à exécution, je les ai invités tous les deux à une séance de médiation familiale. J'ai utilisé le papier à en-tête de la société de mon père pour donner un aspect officiel à la réunion. Ils sont arrivés en même temps, mal à l'aise, sur la défensive, désemparés. Assise en face d'eux, calme et sereine, la pièce était plongée dans une pénombre éclairée seulement par la lueur du projecteur. Avant de commencer, dis-je en appuyant sur la télécommande, j'aimerais que vous regardiez quelque chose. L'écran s'est animé. Des emails, des virements bancaires, de fausses factures, leurs signatures qui dansaient sous les projecteurs. La mâchoire de mon père s'est crispée. Le sourire figé de ma mère s'est brisé. « Qui êtes-vous » a-t-elle murmuré. Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Tu m'as dit que je me débrouillerais seul. » Tu avais raison. Son visage s'est décomposé. La voix de mon père a tremblé. « Biel, enfin, ai-je dit doucement. Vous vous souvenez ?» Ils ont supplié, nié, marchandé, mais c'était trop tard. Les dossiers avaient déjà été transmis à la SEC, à la presse, à tous leurs clients escroqués. En 48 heures, leurs empires se sont effondrés, leurs comptes gelés, les gros titres partout. Un duo perfide démasqué pour fraude. L'ironie était parfaite. Ils ignoraient que la fille qu'ils avaient effacée serait celle qui signerait leur chute. Quand la police est arrivée,
Je suis resté devant le tribunal et je les ai regardés entrer séparément, comme la nuit où ils m'avaient quitté. Mon père avait l'air défiant. Ma mère semblait perdue. Ils n'ont pas échangé un regard. La famille, ai-je murmuré. La boucle est bouclée. Ils ne m'ont pas vu dans la foule, mais je les ai vus. C'était suffisant. On me demande si je regrette. Non, la vengeance ne m'a pas apporté la paix. Elle m'a permis de tourner la page. Il y a une différence. La paix appelle le pardon. Tourner la page appelle la reconnaissance. Quand je passe devant un miroir, je vois maintenant la petite fille à l'ours en peluche, qui ne pleure plus, enfin remarqué. Cette nuit-là, ils ont séparé notre famille. Mais c'est moi qui ai décidé de la fin de l'histoire.